Bien, Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs, je crois que je n'apprendrai rien à personne en disant que la loi MOP est une loi technique et, en définitive, quelle loi aujourd'hui ne posséderait pas ce caractère. Mais ce qu'elle a évité soigneusement, c'était le temps béni de la légistique bien comprise, c'est d'être une loi touffue. Et c'est grâce justement à en évitant ce piège que, au fond, la loi MOP, pour une assez bonne partie de son contenu, a survécu, au fond, jusqu'à nos jours. Et bien sûr, je veux parler ici du Code de la commande publique. Alors, la volonté de réforme de l'ingénierie publique telle qu'elle résultait du projet de loi MOP, projet de loi donc qui avait été élaboré par un certain gouvernement, je crois que c'est important, on y reviendra par la suite, s'inscrit dans un contexte de nature économique, politique et juridique dont évidemment il faut rappeler quelques éléments. Et les rapports à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat ont souligné l'importance économique de ce que les rapports appelaient déjà eux-mêmes très clairement la commande publique, et donc en insistant sur sa dimension économique et en citant un certain nombre de chiffres. Et à cette dimension économique s'est ajoutée la question de la qualité architecturale des constructions publiques. Le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, le rapporteur de la Commission de la production et des échanges, signalait, pour s'en plaindre, la perte de qualité architecturale des constructions publiques. Cela étant, la réforme qui a été voulue par le gouvernement et ensuite donc bien sûr par le législateur s'inscrit dans un mouvement de réforme de l'ingénierie publique. La loi MOP n'est pas sortie toute armée et casquée du cerveau du législateur. En effet, les textes antérieurs, essentiellement donc de 1973, qui avaient procédé à une première réforme de l'ingénierie publique, ces textes de 1973 présentaient un certain nombre d'inconvénients sur lesquels, évidemment, je passerai rapidement. La confusion des responsabilités entre le rôle du maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, notamment, et aussi la question, notamment aussi, de la rémunération des maîtres d'œuvre. Seulement, les apports de cette première réforme de l'ingénierie publique de 1973 ont montré, au fond, assez rapidement leurs limites, que ce soit la détermination des barèmes de rémunération, que ce soit justement l'effort aussi de clarification des responsabilités entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Alors, évidemment, nous synthétisons peut-être outrancièrement, mais au vu de ces difficultés, le gouvernement a utilisé une méthode qui est souvent utilisée par les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'il a fait appel à un expert, l'ingénieur général des ponts et chaussées, Jean Millier, pour prendre la tête d'une mission d'étude, une mission de réflexion, et faire un certain nombre de propositions. Alors, il est clair que le projet de loi MOP lui-même, s'il a repris un certain nombre de ses préconisations, s'en est aussi éloigné. Et il y a, on le constate tout au long de la lecture des débats parlementaires, des travaux des commissions, une certaine tension entre ce qu'a voulu proposer donc le rapport de la commission Millier et puis le contenu du texte. Alors, l'un des rapporteurs du texte au Sénat avait même utilisé une formule assez méchante vis-à-vis du gouvernement en disant que le texte était une sorte de reniement, je le cite, par rapport aux intentions du rapport Millier.
Alors, une petite précision ici dans l'historique strictement parlementaire de cette loi. Vous le savez peut-être, cette loi a été adoptée en dernière lecture par l'Assemblée nationale, statuant seule. Cela signifie-t-il que les deux chambres se sont opposées sur le contenu du texte? En réalité, non, et je crois qu'il faut insister, et surtout dans le contexte politique de l'époque dont peut-être les plus anciens d'entre nous se souviennent, il y a eu très clairement une volonté de collaboration entre l'Assemblée nationale et le Sénat, même si sur certains points, nous le verrons, il y a eu aussi des dissensions. Et on peut le dire, la faute en relève peut-être au gouvernement lui-même qui a, au fond, contribué à mettre un terme à l'harmonie qui pouvait, dans une certaine mesure, régner entre les deux chambres, puisque l'exposé des motifs du projet de loi annonçait que ce dernier serait complété par 3 autres réformes, et notamment celle relative à l'architecture, celle relative à la loi du 3 janvier 1977 sur la réforme de l'architecture. La difficulté, c'est que malheureusement, les discussions qui avaient été entamées entre le gouvernement et les professions ont échoué, et le ministre en séance a dû annoncer qu'il n'y aurait pas de réforme de l'architecture. Alors il y a eu une sorte de réforme à minima, réforme croupion, puisque le gouvernement a introduit par voie d'amendement quelques dispositions dans le texte sur la maîtrise d'ouvrage public et ses rapports avec la maîtrise d'œuvres privées, et c'est cet apport qui a constitué en quelque sorte un casus belli entre l'Assemblée nationale et le Sénat. La commission mixte paritaire a terminé ses travaux sur un constat d'échec, et donc l'Assemblée nationale a statué en dernière lecture. Mais donc cette petite péripétie parlementaire ne doit pas remettre en cause l'impression qui se dégage des débats, c'est-à-dire leur richesse quant aux questions de fond abordées par le projet de loi MOP. Et finalement, je vous propose d'aborder ces débats parlementaires au travers finalement de questions, puisque incontestablement, d'une part, les débats ont cherché constamment à affirmer le rôle fondamental attaché à la maîtrise d'ouvrage public, et d'autre part à clarifier les missions dévolues à la maîtrise d'œuvre. Alors, dans un premier temps, en effet, le projet de loi, et bien sûr encore plus les débats parlementaires, se sont efforcés de renforcer le rôle de la maîtrise d'ouvrage public. Renforcer le rôle de la maîtrise d'ouvrage public. Concrètement, qu'est-ce que cela peut signifier? Quels enjeux faut-il immédiatement en tirer? Au fond, il s'agit ici de répondre à 2 questions. Première question, et évidemment non la moindre, comment déterminer le champ d'application de cette notion de maîtrise d'ouvrage public? Et seconde question, quel peut être le contenu et comment peut s'exercer cette mission de maîtrise d'ouvrage public? Disons-le tout de suite, c'est sur cette seconde question que les débats parlementaires, quelque consensuels qu'ils aient pu être, eh bien, ont été un peu animés. Alors, première question, au fond, comment déterminer le champ d'application de la maîtrise d'ouvrage public? C'était évidemment la question préalable, en quelque sorte, assurer une définition claire de cette notion de maîtrise d'ouvrage public. Incontestablement, en l'état de droit antérieur, cette question se présentait de manière parfois assez ambiguë, manquait de précision, et le projet de loi s'est efforcé de donner une définition finalement en combinant 2 critères.
Un qui portait sur les travaux au sens large concernés, sous-entendu tout appel, tout recours à des catégories de contrats n'apparaissant pas dans cette définition. Et puis le second critère, c'était la nature des maîtres d'ouvrage qui étaient susceptibles donc d'entrer dans le champ d'application de la loi. Alors, s'agissant des travaux et ouvrages, dès la version initiale du texte, donc dans le projet de loi, celui-ci visait la réalisation, je cite, de tous ouvrages de bâtiments ou d'infrastructures. Alors, la formule était sans doute un peu courte au regard des préconisations du rapport Millet, qui entendait distinguer, s'agissant des missions d'ingénierie afférentes au domaine de l'industrie, entre les ouvrages dits industriels, comportant une part notable de bâtiments et d'infrastructures et qui appelaient une réglementation d'ensemble des contrats de maîtrise d'œuvre, et ceux qui mettaient en œuvre un procédé dont la diversité et la spécificité excluaient l'application de la réglementation concernant la maîtrise d'œuvre. Finalement, la question a été précisée par un amendement qui a été déposé au Sénat en première lecture. Cette première version n'a pas été finalement retenue, et puis donc en dernière lecture, l'Assemblée nationale retiendra au fond une formulation plus simple en indiquant plutôt que les dispositions de la loi s'applique, je cite, à la réalisation de tous ouvrages de bâtiments et d'infrastructures, ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation, mais non aux ouvrages de bâtiments ou d'infrastructures destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation. En outre, le projet de loi avait entendu inclure dans son champ d'application le cas des opérations de réutilisation et de réhabilitation des ouvrages existants, dont l'importance pratique, économique, ne cessait finalement de monter en puissance. Donc seules les opérations de restauration des édifices protégés au titre des monuments historiques ont été exclues compte tenu du caractère particulier des conditions d'exécution de ces travaux, du moins dans l'hypothèse où de tels travaux, de telles missions seraient confiées bien sûr à la maîtrise d'œuvre privée. Alors, le second critère mobilisé par le texte porte bien sûr sur l'identité des maîtres d'ouvrage susceptibles d'être concernés par la loi. Alors, au début, bien sûr, sans surprise, on trouve les catégories habituelles de personnes publiques, État, collectivités territoriales, établissements publics. On trouve également un certain nombre d'organismes privés gérant des missions de service public dès lors que ces organismes, au fond, fonctionnent avec des fonds publics. Et la discussion parlementaire a ajouté le cas des syndicats mixtes, là encore, dont l'importance, du fait de la décentralisation, ne cessait de croître. Et in fine, c'est l'ensemble de la formule des syndicats mixtes qui, quand on regarde le texte adopté en dernière lecture, c'est l'ensemble de ces syndicats mixtes qui a été inclus dans le champ d'application de la loi. Alors, on peut avoir l'impression que les collectivités territoriales sont un peu noyées dans cette liste de personnes morales, collectivités territoriales et leurs groupements. En définitive, et on le sait bien, ce sont elles qui sont prioritairement les plus concernées par la réforme de la maîtrise d'ouvrage public. Alors, quel est justement, comment peut être défini, c'est notre seconde question, le contenu et l'exercice de cette maîtrise d'ouvrage public? Le projet de loi lui-même, indépendamment de son évolution du fait des débats parlementaires, le projet de loi lui-même entendait mettre fin, en quelque sorte, à un paradoxe, dans la mesure où, bien sûr, la notion de maîtrise d'ouvrage public n'était pas une inconnue du droit positif, mais elle était peu, voire pas du tout définie. Et donc toute la logique de la loi est consiste à consacrer, si je puis utiliser cette expression, la dimension fonctionnelle de la notion de maîtrise d'ouvrage public. Celle-ci doit permettre
selon les auteurs du texte, de répondre aux grands objectifs d'intérêt général de la commande publique qui n'ont cessé d'être martelés tout au long des débats parlementaires, à savoir contribuer à structurer le cadre de vie par des ouvrages publics architecturalement de qualité, soutenir l'activité du BTP à la fois au service de l'emploi dans les entreprises et bien sûr des différentes professions intervenant dans la maîtrise d'œuvre. Et un tel effort de définition intéresse au premier chef les collectivités territoriales et leur groupement. L'événement extrêmement important qui est en train de se dérouler exactement en même temps, c'est bien sûr l'essor de la décentralisation avec les lois de 1900, enfin tout au moins à partir de 1982. Et donc, très clairement, ce sont les collectivités territoriales qui ont pour mission, de par la loi, de dessiner la ville lato-sensu, et c'est donc elles qui doivent être dotées d'outils à cette fin. La maîtrise d'ouvrage public constitue précisément l'un de ces outils. Cela étant, deux difficultés, je crois, surgissent. La première, qui concerne l'étendue des missions qui sont susceptibles donc de découler de cette notion de maîtrise d'ouvrage public. Et puis, bien sûr, seconde question, dans quelle mesure cette mission doit-elle être exclusivement assurée par les collectivités publiques ou, à contrario, dans quelle mesure peut-elle être déléguée? Alors, sur le plan du contenu des missions, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'opposition frontale entre l'Assemblée nationale et le Sénat, en ce sens que les deux chambres se sont accordées sur l'apport de base du texte gouvernemental, selon lequel le maître d'ouvrage définit le programme de l'opération et arrête l'enveloppe financière prévisionnelle. Le texte entend revenir sur la réforme de 1973 qui avait scindé en deux le rôle de la maîtrise d'ouvrage entre un directeur d'investissement d'une part et un conducteur d'opération d'autre part. Alors, les débats n'en ont pas moins enrichi cette notion de maîtrise d'ouvrage public et donc le contenu des missions afférents à la dite mission sur deux plans. Alors, surtout sur un plan, je voudrais peut-être insister surtout sur celui-là. En effet, l'Assemblée nationale et le Sénat ont souhaité que la loi elle-même mentionne la raison fondamentale pour laquelle le maître d'ouvrage exerce un ensemble de missions légales. Il est certes, je cite, la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit, mais le maître d'ouvrage n'est pas, en fond, qu'un simple bénéficiaire de l'ouvrage. Suivant la formule extrêmement forte arrêtée par l'Assemblée nationale, puisque cette formule ne figurait pas dans le projet de texte, le maître d'ouvrage donc est responsable principal de l'ouvrage. Il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. Vous connaissez tous la fameuse formule qui claque presque comme un slogan. Sur ce plan, la loi consacre une sorte d'irréductibilité du rôle de la puissance publique dans le domaine de la construction des ouvrages publics. Et on peut vraiment considérer ici qu'on a affaire, au plein sens du terme, à une conception politique totalement assumée de la notion de maîtrise d'ouvrage public. Alors, le projet de loi n'en est pas resté là, puisqu'il avait prévu une faculté de délégation de maîtrise d'ouvrage. Alors, c'est vraiment sur ce plan que les deux chambres vont avoir quelques divergences. Si l'on reprend la base, au fond, de travail, sur laquelle qui a inspiré donc le projet de loi gouvernementale, le rapport Millier. Celui-ci reposait sur une logique rigoureuse. La responsabilisation des maîtres d'ouvrage publics faisait obstacle, en quelque sorte par principe, à toute délégation de maîtrise d'ouvrage. Seul un cas de nécessité technique lié au fond à l'insuffisance des moyens dont pouvait disposer une collectivité,
collectivité territoriale pour ne pas la citer, pouvait au fond permettre que l'on recourt à la conduite d'opérations. Le projet de loi n'a pas voulu, déjà dans sa version d'origine, n'a pas voulu opter pour une solution aussi tranchée, d'où le principe de la délégation. Mais à partir de là, deux positions ont été défendues dans le cadre donc des débats parlementaires. Première position défendue par l'Assemblée nationale, elle a consisté à admettre le principe d'une délégation de maîtrise d'ouvrage, envisagée comme une simple faculté, ouverte au libre choix du maître d'ouvrage, tout en l'encadrant. Seconde position, celle du Sénat, surtout le Sénat en séance, qui refusait toute délégation, mais de ce point de vue-là, on ne peut pas parler de position homogène du Sénat. Il y a souvent d'ailleurs, non seulement sur ce point-là, mais sur d'autres, des divergences entre les commissions saisies au fond et le Sénat statuant en séance plénière. Comme on peut s'en douter, en définitive, c'est une position médiane qui l'a emporté, et quoi de mieux que de citer ici le rapporteur de la Commission des affaires économiques au Sénat, qui disait qu'une solution de refus pure et simple de la délégation avait, je cite, l'inconvénient de nier la réalité présente, notamment pour les petites communes dépourvues de services techniques qui ne peuvent pas matériellement se passer complètement de mandataires. Mandataires. Le mot est lâché. Le mot est lâché car précisément ce mot n'était pas dans le projet de loi, qui ne parlait de manière très, très neutre que de contractants. Et en substituant expressément donc le terme de mandataire, l'Assemblée nationale, puisque c'est d'elle qu'il s'agit ici, avait souhaité préciser donc que le maître d'ouvrage délégué ne pouvait agir qu'au nom et pour le compte du mandant. Mais le cœur du problème résidait à la fois dans l'étendue des missions susceptibles d'être dévolues aux délégataires et dans l'identité des délégataires potentiels. Alors, l'étendue des missions, tout d'abord, les deux chambres, au fond, ont été sur la même conception, la même interprétation. Il s'agissait de restreindre la portée des conventions de délégation afin de garantir la responsabilité du maître d'ouvrage. Et c'est, sans entrer dans les détails ici, en ce sens qu'il faut, au fond, résumer les apports des deux chambres. Sur la question de l'identité des délégataires possibles, là encore, les deux chambres se sont accordées dans l'ensemble sur le fait que l'identité des délégataires devait être fixée limitativement. Et donc, étaient seules habilitées des personnes morales de droit public ou de droit privé présentant les garanties nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Les seules restrictions donc, ont touché les établissements publics sanitaires et sociaux et également les sociétés anonymes d'HLM qui ne pouvaient intervenir que pour d'autres organismes d'HLM. Selon l'explication donnée par, je crois, le Sénat, il s'agissait ici d'éviter une dispersion de leurs activités, ce qui n'emporte peut-être pas la conviction. Mais, en tout état de cause, à aucun moment des débats parlementaires ne s'est posé la question, n'a été évoquée la question de l'éventuelle compatibilité ou incompatibilité de cette restriction des délégataires potentiels avec le droit communautaire, comme on l'appelait à l'époque. De toute façon, nous sommes donc avant les grandes directives marché. La question aurait pu peut-être se poser de savoir déjà si cette restriction était compatible avec les grands principes du traité. Tout cela aussi était avant l'arrêt Tele-Austria, donc il faut se méfier de toute approche uchronique, je crois, du texte.
Et puis, enfin, l'encadrement de la délégation de la maîtrise d'ouvrage n'est pas la seule contribution à la responsabilisation des maîtres d'ouvrage, puisque le projet de loi donne la faculté aux maîtres d'ouvrage de recourir à un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique, et cette formule d'ailleurs ne sera pas retouchée par les débats parlementaires. Mais donc, pour que cette volonté du législateur de favoriser une construction publique de qualité puisse être respectée, eh bien, elle doit reposer sur un second pilier, donc second aspect de mon intervention. Il s'agit de réorganiser les rapports entre la maîtrise d'ouvrage public et la maîtrise d'œuvre privée, donc de déterminer de nouveaux rapports entre les deux. Alors, sur ce plan, le projet de texte entend se situer dans le prolongement des réformes de 1973. Mais le texte entend préciser, d'une part, le contenu des missions dévolues à la maîtrise d'œuvre, et puis, d'autre part, garantir l'autonomie de la maîtrise d'œuvre. Première question sur le contenu des missions dévolues à la maîtrise d'œuvre. Là encore, à l'instar de ce qu'on a vu à l'instant, à propos de la notion de maîtrise d'ouvrage public, l'Assemblée nationale, toujours elle, avait entendu donner une définition téléologique du rôle de la maîtrise d'œuvre. En effet, celle-ci est définie en termes d'objectifs. Le rôle du maître d'œuvre consiste à apporter au programme, je cite, une réponse architecturale, technique et économique, selon la formule qui sera in fine arrêtée à partir de la deuxième lecture. Et dans un esprit conséquent, les débats parlementaires, au fond, ont contribué d'une part à affiner le contenu des missions de maîtrise d'œuvre et surtout à préciser le contenu spécifique du contrat de maîtrise d'œuvre lorsque celui-ci porte sur un ouvrage. Affinement, en effet, le projet de loi entendait distinguer plus précisément les différentes étapes possibles de la maîtrise d'œuvre. C'est la raison pour laquelle il avait intégré un nouvel élément par rapport au texte de 1973 qui n'existait pas, les études d'esquisse. Et les débats parlementaires ont poursuivi cette volonté d'affinement, alors que le projet de loi envisageait globalement les études d'avant-projet et de projet, l'Assemblée nationale a distingué ces deux missions notamment. C'est un exemple. Mais surtout, lorsque ce contrat concerne la réalisation d'un ouvrage, le maître d'ouvrage perd la faculté de scinder les différentes missions de maîtrise d'œuvre, puisqu'il doit passer à un contrat unique de maîtrise d'œuvre fixant une mission de base. L'idée étant de garantir la continuité des études de conception jusqu'à la dévolution des marchés de travaux et donc toujours, leitmotiv du texte, la qualité, favoriser la qualité architecturale des constructions. Alors, sur ce point, le texte gouvernemental entendait fixer un cadre général et a choisi de renvoyer la définition du contenu détaillé des missions à une négociation avec les représentants des parties intéressées à l'acte de bâtir, à savoir, bien sûr, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises de BTP. Les deux chambres ne se sont pas opposées au principe d'une négociation contractuelle, mais les commissions saisies au fond se sont efforcées d'établir un certain nombre de garde-fous. Alors, le projet de texte s'est efforcé aussi de garantir ce que j'appellerais l'autonomie de la maîtrise d'œuvre. La définition, en effet, des missions relevant de la maîtrise d'œuvre a fait apparaître des oppositions entre les deux assemblées au regard de l'autonomie qu'il convenait de ménager aux maîtres d'œuvre par rapport aux autres intervenants, en particulier les entreprises de BTP. Et le caractère fondamental du débat tient au statut qu'il convient d'attribuer à la maîtrise d'œuvre et donc à l'étendue des attributions qui doivent être les siennes. C'est l'Assemblée nationale qui avait consacré la distinction entre la mission de maîtrise d'œuvre et celle qui relève de l'entrepreneur lorsqu'il s'agit de réaliser un ouvrage.
Mais les dissensions entre les deux chambres ont révélé la difficulté, au fond, de mise en œuvre concrète de ce principe fondamental, à la fois au regard de la définition générale des missions de maîtrise d'œuvre et en ce qui concerne les modalités de négociation des accords destinés à déterminer précisément le contenu des missions et leur rémunération. Alors, sur le plan général, l'Assemblée nationale s'est efforcée de faire disparaître du texte tout ce qui était de nature, au fond, à obscurcir le rôle du maître d'œuvre vis-à-vis du rôle de l'entrepreneur. Ainsi, le projet de loi confiait au maître d'œuvre la faculté de diriger les travaux. Un amendement à l'Assemblée nationale a proposé que le maître d'œuvre assure la direction de l'exécution du contrat de travaux dès lors que l'exécution des travaux proprement dit relève assurément de la responsabilité de l'entrepreneur. Je pourrais donner un autre exemple, mais le temps presse. Par ailleurs, le Sénat avait en première lecture drastiquement restreint la liste minimale des missions qui relevaient qui devaient nécessairement être réservées au maître d'œuvre et qui ne pouvaient donc être assurées par l'entrepreneur. Mais le contenu, dans ce cas-là, des missions de maîtrise d'œuvre risquait d'être assez largement vidé de sa substance, et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, ce rôle de la mission de maîtrise d'œuvre a été revu et étendu à la suite du vote de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le projet de loi avait souhaité, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, renvoyer à des accords négociés la détermination et la rémunération des missions des maîtres d'œuvre privés, une fois celles-ci fixées dans leurs lignes essentielles. Et la question s'est posée de savoir quel rôle accorder aux entreprises de BTP dans le cadre de ces négociations. Le texte du gouvernement renvoyait en effet ces questions à des accords nationaux qui devaient être négociés au sein de groupes constitués en fonction de la nature des ouvrages, ces groupes étant eux-mêmes organisés en collèges représentant respectivement les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises de BTP. Et le projet de texte établissait une distinction entre ce qui relevait des négociations proprement dites et la ratification des accords ainsi négociés. Alors, sans entrer ici dans les détails parce que le temps presse, il y a eu incontestablement des difficultés entre les deux chambres et le rôle des entreprises de BTP n'a pas été déterminé de la même façon selon qu'il s'agissait de l'objet proprement dit des négociations ou selon qu'il s'agissait de la ratification des accords soumis à négociation. Et ici, le rôle des entreprises a été limité par les discussions parlementaires in fine. Et on est arrivé en quelque sorte à un compromis. Alors, s'il fallait conclure, mais comme toujours, peut-on réellement conclure? Sous-entendu, peut-on considérer que la loi MOP, telle qu'elle résulte des débats parlementaires, donc telle qu'on peut la lire dans le texte publié au journal officiel, cette loi donc est-elle parvenue à bâtir ce que je pourrais appeler les colonnes du temple de l'ingénierie publique, c'est-à-dire à répondre aux différents enjeux dysfonctionnements qui avaient pu être constatés à la suite de l'application des textes de 1973. Il faut bien reconnaître que ce texte, que certains aspects du texte ont connu un sort pour le moins contrasté de ce point de vue-là. On le sait, première chose, très peu de temps après la promulgation de la loi, le principe de la négociation contractuelle du contenu des missions de maîtrise d'œuvre, qui a mobilisé l'attention des parlementaires de manière très, très approfondie, eh bien, cette négociation contractuelle a volé en éclats. La complexité du dispositif mis en place
qui avait été précisé par décret en Conseil d'État, a conduit au fond à l'enlisement des négociations. Et finalement, à peine, disons 3 ans après l'adoption du texte, une loi du 1er décembre 1988, qui elle aussi a été préparée par un nouveau rapport, à la suite d'un nouveau rapport qui a été demandé par le gouvernement à M. Millier, décidément très, très sollicité. Donc cette loi du 1er décembre 1988 a dû se résoudre à substituer des décrets en Conseil d'État aux accords négociés tels que la loi MOP les prévoyait. Et puis bien sûr, deuxième coup de canif, ou couteau, je ne sais pas comment dire, c'est bien sûr l'ordonnance de 2004 qui introduit les contrats de partenariat devenus marchés, qui évidemment altèrent ici sensiblement les conditions de délégation de la maîtrise d'ouvrage public et qui apparaissent en opposition en quelque sorte frontale par rapport à ce leitmotiv sur lequel j'ai insisté peut-être à l'excès. Ce sont les collectivités publiques qui doivent assurer la maîtrise d'ouvrage des constructions publiques parce qu'elles remplissent un rôle irremplaçable. Alors subsiste néanmoins peut-être l'essentiel, mais les interventions qui vont suivre et les débats le confirmeront ou l'infirmeront. L'affirmation de l'irréductibilité du rôle du maître d'ouvrage, quand même, la préservation de l'autonomie de la maîtrise d'œuvre, le caractère obligatoire de la mission de base pour les maîtres d'œuvre. C'est donc sur un constat raisonnablement optimiste que je terminerai cette communication. Je vous remercie.